2050. Le futur des villes est souterrain, et il est déjà en chantier où nos pieds. Un autre monde s'est construit. Invisible aux yeux de la surface, il s'étend comme une toile infinie de galeries, de dômes et de tunnels lumineux. En 2050, ce monde n'est plus une utopie ni un projet secret. Il est devenu la réalité de millions de citadins. Les villes souterraines sont désormais le prolongement naturel des mégapoles étouffés par la pollution, la surpopulation et le changement climatique. Le sol que l'on foule chaque jour n'est plus seulement une frontière entre la surface et les profondeurs. C'est une membrane fragile qui sépare deux civilisations distinctes. En haut, le chaos du trafic, les gratte-ciels saturés, les tempêtes de chaleur, les pluies acides. En bas, la fraîcheur contrôlée, l'éclairage artificiel pensé pour reproduire le cycle du soleil, et des communautés qui réapprennent à vivre à l'abri du regard du ciel. Dès les années 2030, les premières crises énergétiques et climatiques ont accéléré la transition. Les architectes visionnaires, les ingénieurs urbains et les gouvernements avaient anticipé, creusé, plutôt que construire vers le haut. Pendant que les tours de verre se brisaient sous des vents de plus en plus violents, des foreuses titanesques entamaient un autre chantier, invisible pour le promeneur distrait. Lentement, méthodiquement, les premières cités souterraines prenaient forme. Aujourd'hui, en 2050, ces cités s'étendent sur des dizaines de kilomètres sous les capitales mondiales. Les couloirs principaux ressemblent à des artères géantes, recouvertes de panneaux bioluminescents, diffusant une lueur douce rappelant la clarté du jour. Les plafonds sont sculptés pour imiter des ciels artificiels. Certains quartiers projettent même des hologrammes mouvants, nuages, aurores boréales, crépuscules orangés. Les habitants, qui ne voient presque jamais le vrai ciel, se satisfont de ces illusions programmées. Vivre sous terre n'est pas une prison, c'est une adaptation. Les cités souterraines disposent de parcs, d'espaces de culture hydroponique, de lacs artificiels alimentés par des nappes phréatiques contrôlées. On y respire un air filtré, purifié, où chaque molécule est mesurée en temps réel. Les murs sont vivants, recouverts de mousse génétiquement modifiée, capables d'absorber le dioxyde de carbone et de régénérer l'oxygène. La température reste constante, 22 degrés en toute saison, loin des vagues de chaleur mortelles qui frappent la surface. Les transports aussi ont changé. Plus de voitures, plus de klaxons, plus de pollution. De longues lignes magnétiques relient les dômes résidentiels aux zones industrielles. Les capsules se déplacent en silence, glissant à grande vitesse comme des flèches lumineuses. Dans les quartiers plus petits, on se déplace à pied ou à vélo électrique. Tout est pensé pour limiter l'empreinte énergétique et maximiser l'espace disponible. La nourriture provient des fermes verticales souterraines. Des tours agricoles plongées dans les cavernes produisent légumes, fruits et algues. Les champignons occupent une place centrale, nutritifs, adaptables, cultivables dans l'obscurité. Ils sont devenus la base de nombreuses recettes, remplacent la viande et se déclinent en textures variées. Les protéines de synthèse, issues de bioréacteurs, complètent l'alimentation. Pour beaucoup d'habitants, manger un vrai morceau de viande est un luxe rare, réservé aux élites de surface. Les relations sociales ont été profondément modifiées par ce mode de vie. Habiter sous terre, c'est vivre dans une proximité constante. Les logements sont compacts, organisés autour de vastes espaces collectifs. Les enfants grandissent sans connaître le bruit des oiseaux ou la lumière naturelle du soleil. Ils jouent dans des parcs holographiques où la forêt, la plage ou la montagne sont simulés par des projections 3D immersives. Pour eux, la surface est une légende, un monde hostile dont on raconte des histoires. Mais tout n'est pas utopique. Ces cités exigent un contrôle strict. Chaque respiration, chaque goutte d'eau, chaque kilowatt est calculé. La vie est surveillée par des intelligences artificielles centrales, véritables cerveaux des villes souterraines. Elles régulent la circulation, distribuent l'énergie, surveillent la qualité de l'air et prévoient les catastrophes. Rien n'échappe à leur regard. Certains citoyens y voient une bénédiction, d'autres une dictature invisible. Pourtant, malgré cette surveillance, l'attrait des villes souterraines ne faiblit pas. À Tokyo, São Paulo, Lagos, New Delhi, des millions d'habitants ont déjà quitté la surface. La migration est massive. On parle désormais de descendre plutôt que de déménager. Les quartiers riches de surface se vident,
peu à peu, sauf pour ceux qui peuvent se permettre des dômes climatisés privés ou des gratte-ciel autosuffisants. Sous la terre, on expérimente de nouvelles formes de gouvernance. Certaines cités fonctionnent comme des coopératives, où les habitants décident collectivement de la gestion des ressources. D'autres sont dirigées par des consortiums privés, transformant la ville souterraine en entreprise géante. La promesse de sécurité attire, mais au prix d'une liberté parfois réduite. Les tensions entre modèles politiques ne cessent de croître. La culture aussi s'adapte. Les artistes souterrains créent avec la lumière artificielle, utilisent le son pour simuler l'écho des espaces naturels, inventent des danses adaptées aux couloirs étroits. Les concerts se tiennent dans des salles sphériques où les vibrations enveloppent le public. Les films les plus populaires mettent en scène la surface perdue, comme une nostalgie inaccessible. Le rapport au temps change également. Sans lever ni coucher de soleil, les cycles circadiens sont artificiels, réglés par l'éclairage des dômes. Certains habitants perdent la notion des saisons. D'autres développent des pathologies liées à l'absence de lumière naturelle. Pour contrer cela, des technologies diffusent des rayons lumineux proches du spectre solaire, permettant de maintenir une santé psychologique acceptable. À la surface, la rumeur enfle, les villes souterraines ne seraient qu'un prélude. Certains architectes imaginent déjà des cités entièrement subaquatiques, sous les océans ou dans les glaciers de l'Antarctique. Mais pour l'instant, c'est dans les profondeurs de la Terre que l'humanité apprend à se protéger d'elle-même. Vivre en 2050 dans une ville souterraine, c'est accepter une nouvelle identité. Celle d'un peuple qui a troqué le ciel contre la roche, la liberté du vent contre la sécurité des profondeurs. C'est un pari sur l'avenir, un choix dicté par la survie, mais qui redéfinit ce que signifie être humain dans un monde où la surface n'est plus la norme. Les premiers habitants qui ont accepté de descendre sous terre racontent souvent la même chose. Au début, la peur d'être enterré vivant, de ne plus jamais revoir le ciel, d'étouffer dans une prison de béton. Mais au fil des années, cette peur a laissé place à l'évidence. Là-dessous, la vie est plus stable, plus sûre, plus prévisible. Les enfants nés en 2050 n'ont pas ces angoisses. Pour eux, la surface est une rumeur, une idée abstraite. Ils grandissent dans des écoles souterraines où les murs sont tapissés d'écrans géants diffusant des paysages du monde d'avant. Champs de blé ondulant sous le vent, montagnes enneigées, plages infinies. Le contraste est frappant. Les élèves récitent leurs leçons sur des bancs métalliques, respirent un air contrôlé par des capteurs, et pourtant leurs yeux se perdent dans l'illusion d'un horizon qui n'existe plus. Les parents expliquent parfois « là-haut, c'est trop dangereux, trop chaud, trop pollué, trop instable ». Les enfants hochent la tête, mais dans leurs rêves, ils voient encore des papillons, des oiseaux, des forêts. Ce sont des souvenirs hérités, transmis par les générations d'avant. Un imaginaire collectif qui refuse de mourir. Les villes souterraines sont organisées comme des organismes vivants. Chaque quartier joue le rôle d'un organe. Certains produisent l'énergie, d'autres stockent l'eau, d'autres encore recyclent les déchets. Tout est connecté à une intelligence centrale, un système informatique gigantesque qui surveille en permanence. On l'appelle parfois l'œil. L'œil ne dort jamais. Il calcule, prédit, ajuste. Il connaît le rythme de chaque habitant, ses habitudes de consommation, ses déplacements, sa santé. Certains trouvent cette omniprésence rassurante. D'autres y voient une perte totale de liberté. Dans les zones industrielles, les machines creusent encore. Car la ville souterraine ne cesse de grandir. Chaque mois, de nouveaux dômes sont ouverts, de nouveaux tunnels percés. Les migrants de surface affluent, fuyant les tempêtes, les coupures d'électricité, la rareté de l'eau. La descente est parfois chaotique, files interminables, contrôle de sécurité, quotas d'admission. Tout le monde n'est pas accepté. Ceux qui ne peuvent pas payer ou prouver leur utilité doivent rester à la surface. Dans les profondeurs, la hiérarchie sociale a pris une forme nouvelle. Les niveaux supérieurs, plus proches de la surface, sont souvent réservés aux élites. Appartements spacieux, accès à de la nourriture plus variée, zones de loisirs luxueuses. Les couches plus profondes accueillent les classes moyennes et populaires. Logements compacts, espaces partagés, nourriture standardisée. Tout en bas,
dans les niveaux encore en construction, s'entassent les plus pauvres, parfois dans des conditions précaires. Le futur souterrain reproduit ainsi, malgré lui, les inégalités de la surface. Pourtant, l'efficacité du système est indéniable. Les crises alimentaires, qui ravageaient les villes de surface, sont devenues rares sous terre. L'eau, captée directement dans les nappes, est filtrée et recyclée à 95%. L'énergie provient de centrales géothermiques, puisées au cœur de la roche. L'autosuffisance est presque totale. En théorie, une cité souterraine pourrait survivre des siècles sans jamais ressortir. Les rumeurs, cependant, circulent. On raconte que certaines cités, construites à la hâte dans les années 2040, sont devenues inhabitables à cause de fissures dans les plafonds, de contamination chimique ou de pannes électriques. Officiellement, les autorités nient ou minimisent. Officieusement, des milliers de familles auraient été déplacées ou auraient disparu dans l'ombre des galeries effondrées. Dans les espaces culturels souterrains, un nouveau type d'art est né. L'art de l'ombre. Peinture phosphorescente, sculptures taillées dans la roche brute, concerts joués dans des cavernes où le son résonne à l'infini. Les artistes explorent le contraste entre lumière artificielle et obscurité naturelle. Certains utilisent directement les algorithmes de l'œil pour créer des œuvres génératives, changeantes, qui se modifient en temps réel. Mais vivre sous terre a aussi ses effets psychologiques. Le manque de lumière naturelle provoque des syndromes d'isolement, des dépressions chroniques, des pertes de repères. Pour contrer cela, les autorités ont développé des salles de simulation sensorielle. Dans ces espaces, les habitants peuvent marcher pieds nus sur un sable artificiel, respirer des parfums de pin ou d'océan, entendre le chant synthétique des oiseaux. Ces expériences ne remplacent pas la nature, mais elles suffisent à calmer les esprits. Certains, cependant, refusent de s'adapter. Ils montent vers la surface, malgré les risques, malgré les interdictions. On les appelle les nomades du ciel. Ils vivent dans des ruines de gratte-ciel, dans des villages éphémères, exposés aux tempêtes et à la faim. Pour eux, la liberté vaut plus que la sécurité. De temps à autre, des images circulent, filmées par drone. Un coucher de soleil rougeoyant au-dessus d'une ville abandonnée, des enfants jouant dans une rue déserte, un orage illuminant la nuit. Ces fragments d'humanité rappellent que la surface n'est pas encore totalement perdue. Dans les gouvernements mondiaux, la question divise: faut-il tout abandonner à la surface et concentrer les efforts dans le souterrain, ou au contraire tenter de sauver ce qui peut l'être? Les multinationales, elles, ont choisi. Pour elles, le futur est sous terre. Elles y investissent des milliards, construisent des quartiers privés, réservent des espaces à leurs employés les plus fidèles. Les petites entreprises, incapables de rivaliser, disparaissent peu à peu. Dans certains pays, les villes souterraines sont devenues des armes stratégiques. Abritées des satellites, protégées des bombardements, elles offrent un avantage militaire décisif. Des bases entières sont dissimulées sous la roche, avec des armées entières prêtes à surgir à la surface en cas de conflit. Le souterrain n'est pas seulement un refuge, c'est aussi un champ de bataille invisible. Et pourtant, malgré cette militarisation, malgré les tensions sociales, malgré les sacrifices, une certitude domine. L'humanité a franchi un point de non-retour. Vivre sous terre n'est plus une expérimentation, c'est une normalité. En 2050, plus de 2 milliards de personnes habitent déjà dans ces cités cachées. Dans 20 ans, ce chiffre pourrait doubler. Les mégapoles souterraines ne sont pas seulement des abris, elles sont devenues des laboratoires de civilisation. Ici, on teste des systèmes politiques inédits, des technologies énergétiques avancées, des modèles de société radicalement différents. Certains voient dans ces profondeurs une chance unique de réinventer l'humanité, de repartir à zéro. D'autres craignent que ces expériences ne créent de nouvelles divisions irréparables. Sous la terre, dans l'obscurité, l'humanité se redéfinit. Chaque tunnel creusé, chaque lumière allumée, chaque souffle filtré écrit un futur inédit. Et ce futur n'appartient plus au ciel, mais aux profondeurs. Au cœur des profondeurs, une question hante pourtant chaque habitant. Et si la surface redevenait habitable un jour? Les scientifiques travaillent encore sur des projets de réhabilitation, reforestation par drone, nettoyage atmosphérique, bouclier solaire. Mais la plupart des experts reconnaissent que les changements sont trop avancés. Le sol est instable, les océans montent,
Les tempêtes s'intensifient. La surface ressemble désormais à un désert géant, imprévisible, dangereux. Les enfants nés sous terre grandissent sans mémoire directe du ciel. Ils apprennent à vivre dans un monde clos, organisé, parfaitement contrôlé. Leur identité se construit autour de la roche, des lumières artificielles, du silence des tunnels. Pour eux, la surface n'est qu'un mythe. Les légendes parlent d'un soleil brûlant, d'un vent libre, d'un ciel bleu infini. Ces histoires leur semblent aussi lointaines que les contes anciens. La Duite dans un prochain épisode, abonne-toi.